Lors du pique-nique, ma sœur a insulté mon enfant en disant « Elle n'accomplira jamais rien. Au moins, elle pourra garder mes enfants pour 50 €. » Mes parents ont ri, mais pas mon grand-père. Il s'est mis en colère et a dit ceci. Je m'appelle Céline, et il y a 2 semaines, mon grand-père de 68 ans a fait pleurer toute ma famille lors d'un pique-nique. Pas avec une histoire triste, pas avec de mauvaises nouvelles. Il les a fait pleurer parce qu'il a enfin dit la vérité, et la vérité les a frappés comme un train en pleine course. Mais avant d'en arriver à ce moment, le moment qui a tout changé, je dois vous ramener en arrière pour que vous compreniez pourquoi un homme qui n'a jamais élevé la voix en 40 ans s'est soudainement levé au milieu d'un barbecue lors du pont de l'Ascension et a dit quelque chose de si brutal que ma sœur a fait tomber son assiette et que ma mère n'a pas pu le regarder dans les yeux, pendant 3 jours. J'y ai 31 ans. Je vis à Lyon, et j'y ai une petite fille de 5 ans qui s'appelle Léna. Elle est la lumière de ma vie. Elle est drôle. Elle est curieuse. Elle parle aux insectes comme s'ils étaient ses amis. Et elle dessine des images de notre appartement en étiquetant chaque pièce avec de petites lettres tordues. Elle a 5 ans. Elle est parfaite. Et il y a 2 semaines, ma grande sœur Mathilde a regardé mon bébé, et a dit quelque chose de si cruel que je le ressens encore dans ma poitrine quand j'y pense. Mais je vais trop vite. Laissez-moi commencer par le vrai début. En grandissant, j'y étais la 2e fille. Ma sœur Mathilde a 3 ans de plus que moi, et dès aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été l'enfant chéri. Je ne dis pas ça avec amertume. Des accords, peut-être un peu d'amertume, mais je le dis surtout parce que c'est un fait. Mathilde était celle que mes parents, François et Sylvie, ont mise dans une école privée hors contrat. Mathilde était celle qui a eu une voiture à 18 ans. Mathilde était celle pour qui le livret A pour les études existait vraiment. Moi, j'y ai eu les vêtements de seconde main, à l'école publique et une carte des abonnements au transport en commun. Et honnêtement, pendant longtemps, j'y ai cru que c'était normal. Je pensais que je n'étais tout simplement pas le genre des enfants qui méritaient plus. À quel point est-ce malsain? Mathilde a épousé un homme nommé Arnaud quand elle avait 25 ans. Arnaud est cadre dans l'industrie pharmaceutique, conduit une Audi et parle de sa prime de fin d'année comme si c'était un trait de personnalité. Ils ont 2 enfants, Hugo, qui a 7 ans, et Chloé, qui en a 4. Mathilde ne travaille pas, ce qui, écoutez, n'a rien de mal, être mère au foyer, c'est un travail difficile. Mais Mathilde ne fait pas vraiment ça non plus. Elle a une nounou 3 jours par semaine. Elle fait du pilate. Elle publie des stories Instagram sur la vie de maman pendant que quelqu'un d'autre prépare les goûters de ses enfants. Et d'une certaine manière, pour mes parents, elle reste la fille qui a réussi. Moi, je suis tombée enceinte de Léna quand j'y avais 25 ans, et le père, un certain Julien, est parti avant même sa naissance. Il a juste fait ses valises et a déménagé à Marseille. Il n'a même pas envoyé un SMS. J'y ai donc élevé Léna toute seule. Je cumulais 2 emplois, caissière dans un supermarché la journée et femme de ménage dans des bureaux le soir. Je dormais à peine. J'y ai pleuré sous la douche plus de fois que je ne pourrais les compter. Et pas une seule fois, pas une seule, mes parents n'ont proposé leur aide. Ni avec de l'argent, ni pour du babysitting, ni même avec un mot gentil. Ma mère m'a d'ailleurs dit un jour, « Eh bien, tu as fait ton lit, Céline, maintenant tu te couches. » Comme si ma fille était une erreur. Comme si Léna était une punition. Vous savez qui m'a aidé? Mon grand-père. Il s'appelle Marcel. Marcel, 78 ans, électricien à la retraite, vit dans une petite maison à Villeurbanne avec un jardin auquel il parlait un chien nommé Capitaine. Papy Marcel est le genre des hommes qui est toujours présent. Quand Léna est née, il a conduit 40 minutes jusqu'à l'hôpital avec un éléphant en peluche et une carte qui disait « Bienvenue dans ce monde, petite chef ». Quand je n'ai pas pu payer mon loyer un mois, il a discrètement glissé 300 € dans mon sac à main en me disant que c'était pour faire des courses. Lors du premier jour de maternelle de Léna, devinez qui était là avec un appareil photo? Pas mes parents, pas Mathilde. Papy Marcel. Il est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondré. Avance rapide jusqu'à il y a 2 semaines, le week-end du pont de l'Ascension. Mes parents ont décidé d'organiser un grand pique-nique familial au parc de la Tête d'Or. Ils font ça chaque année. Grillade, salade de pommes de terre, la totale. Et chaque année, j'y vais parce que Papy Marcel y va et que je veux que Léna soit près de lui. C'est la seule raison, car honnêtement,
Chaque fois que je suis avec ma famille, il se passe quelque chose qui me fait regretter de ne pas être resté chez moi. Cette année, Mathilde est arrivée avec 40 minutes de retard, ce qui est tout à fait son genre. Elle s'est garée avec Elodie et Arnaud, vêtue d'une robe d'été qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité, et a immédiatement commencé à se plaindre que les tables de pique-nique étaient collantes. Ma mère a sauté sur elle l'occasion pour les nettoyer à sa place. Évidemment. Moi, j'y étais assise avec Léna qui coloriait dans un petit cahier des activités que j'y avais apporté. Elle dessinait une maison. Notre maison, a-elle dit, avec un grand soleil jaune et un jardin. Elle était tellement concentrée, tellement fière. Et je la regardais en me disant, cet enfant va devenir quelqu'un. Elle ira loin. Je dois juste continuer à me battre. C'est là que Mathilde s'est approchée. Elle a regardé le dessin de Léna, elle m'a regardé et a dit, et je jure que je n'oublierai jamais ces mots, c'est mignon, je suppose. Mais soyons réalistes, Céline. Elle n'accomplira probablement pas grand-chose. Au moins, elle pourra faire du babysitting pour mes enfants un jour. Je la paierai même 50 €. Je l'ai juste dévisagé. Je ne pouvais même pas répondre. Mon cerveau a complètement bugué. Elle a dit ça à propos de mon enfant. À propos d'une petite fille de 5 ans qui était assise juste là, en train de colorier un dessin de sa maison. Et vous savez ce que mes parents ont fait? Ma mère a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai rire, comme si Mathilde avait raconté une bonne blague. Et mon père, François, a gloussé et a secoué la tête comme pour dire « Oh, Mathilde, tu es si drôle ». J'y ai senti mon visage devenir brûlant. J'y ai senti cette piqûre derrière mes yeux et j'y ai regardé Léna, Dieu merci, elle était trop concentrée sur son dessin pour comprendre pleinement ce qui venait d'être dit. Mais elle comprendrait un jour, et cette pensée m'a donné la nausée. J'y ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. Je ne sais même pas ce que j'y allais dire. Mais avant que je puisse le faire, une chaise a grincé bruyamment et tout le monde s'est tu. Papy Marcel s'est levé. Vous devez comprendre une chose à propos de mon grand-père. Ce n'est pas un homme bruyant. Il ne fait pas de drame. C'est le genre de personne qui s'assoit dans un coin, mange son repas et observe. Il retient tout et parle très peu. Alors, quand Papy Marcel se lève lors d'un pique-nique, avec une expression sur le visage comme vous n'en avez jamais vu. Quand sa mâchoire est serrée, que ses yeux sont durs et que ses mains tremblent, non pas de vieillesse, mais de colère, tout le monde le remarque. Tout le monde s'arrête. Il a regardé Mathilde, puis ma mère, puis mon père, et il a dit, ça fait des années que je m'assois ici à vous regarder traiter Céline comme si elle n'était rien, comme si elle était invisible, comme si elle valait moins que vous. Et j'y ai gardé le silence parce que je pensais qu'un jour vous finiriez par changer, par voir ce que je vois. Mais vous venez d'insulter un enfant, une petite fille de 5 ans, votre propre chair et votre propre sang, et vous avez ri. Ma mère a essayé de balbutier, papa, c'était juste une blague. Tais-toi, a-t-il dit. Et la façon dont il l'a dit, bas, ferme, définitif. Ma mère a immédiatement fermé la bouche. Il s'est tourné vers Mathilde et a repris, tu te crois meilleur que Céline parce que ton mari gagne de l'argent? Tu te crois supérieur parce qu'on t'a tout servi sur un plateau d'argent pendant qu'elle devait se battre pour des miettes? Laisse-moi te dire quelque chose, Mathilde. Tout ce que tu as, cette maison, ces voitures, cette vie, ce n'est pas Arnaud qui te les a donnés. C'est moi. C'est moi qui ai payé l'apport pour la maison dans laquelle tu as grandi. J'y ai payé tes études. Je me suis porté garant pour ton premier appartement. Et je suis resté là, à les regarder verser chaque goutte de ce que je leur avais donné sur toi, pendant que Céline n'avait rien. Le visage de Mathilde est devenu livide. Arnaud avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Et puis, Papy Marcel a dit la chose qui a tout fait voler en éclats. Il a regardé mon père et a dit, François, j'y en ai fini. Je vous coupe les vivres. Tous. Le patrimoine, les biens immobiliers, les comptes. Je refais tout mon testament. Le moindre centime que je possède ira à Céline et à Léna, parce qu'elles sont les seules dans cette famille à le mériter. Mon père en a laissé tomber sa mâchoire. Ma mère s'est accrochée au bord de la table comme si elle allait s'évanouir. Et Mathilde s'est mise à pleurer, non pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle avait peur. Papy Marcel a simplement pris son assiette, elle s'est dirigée vers moi et Léna, elle s'est assise à côté de nous et a dit, petite chef. C'est un très beau dessin.
Je suis restée là, assise, et j'y ai sangloté, juste là à cette table de pique-nique, avec la salade de pommes de terre qui refroidissait et ma famille qui nous fixait comme si c'était la fin du monde. Et honnêtement, pour eux, ça elle était peut-être. Mais pour moi, c'était le début de quelque chose. Car ce qui s'est passé après ce pique-nique, ce que mon grand-père a fait ensuite, et ce que ma famille a essayé de faire pour l'arrêter, c'est là que cette histoire devient vraiment intense. Et laissez-moi vous dire que Mathilde ne s'est pas laissé faire. Pas du tout. Après le pique-nique, je suis rentré en voiture en silence. Léna s'est endormie dans son siège auto, serrant son cahier des activités, et j'y ai conduit avec des larmes coulant sur mon visage. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de soulagement. Comme si un poids qui pesait sur ma poitrine depuis 31 ans s'était enfin fissuré. Mais voilà le problème avec les familles comme la mienne, quand quelqu'un prend enfin votre défense, ils ne l'acceptent pas. Ils paniquent. Ils complotent. Ils jouent les victimes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 14 appels manqués. Ma mère m'a écrit, « Ton grand-père est confus. Il est vieux. Nous devons en parler en famille. » Mathilde a envoyé, « Tu dois dire à papy que tu ne veux pas de son argent. Ce n'est pas juste. » Et mon père, qui ne m'appelle jamais, a envoyé un seul SMS qui disait, « Appelle-moi. » Je n'ai appelé personne. Pas par esprit de vengeance. Bon, d'accord, peut-être un peu, mais surtout parce que je n'avais pas l'énergie de subir leur manipulation psychologique à 7 heures du matin. Vous m'en voulez? À la place, j'y ai appelé papy Marcel. Il a décroché à la première sonnerie et a dit, « Ça va, ma Céline ?» Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de faire ce qu'il avait fait. Il a répondu, « Céline, j'y aurais dû le faire il y a 10 ans. » Je les ai regardées et affamées tout en nourrissant Mathilde à ma table. Mais insulter Léna, ce bébé, c'était la goutte d'eau de trop. Il m'a dit qu'il avait déjà appelé son notaire, maître Laurent Petit, ce matin-là. Il restructurait tout. Le montage financier qu'il avait mis en place des années auparavant, conçu pour passer par mes parents, allait être dissous et reconstruit. Tout irait directement à moi et à Léna. La maison de vie urbaine, les économies, 2 appartements en location à Vienne, tout. Laissez-moi être honnête avec vous. Je sais que certains pourraient penser qu'il s'agit d'argent, mais j'y ai été fauché toute ma vie d'adulte et j'y ai survécu. J'y ai cumulé 2 boulots et j'y ai fait en sorte que ma fille soit nourrie et aimée. Ce que faisait papy Marcel n'était pas une question d'argent. C'était une question de reconnaissance. C'était quelqu'un qui disait enfin, « Je vois ce qu'ils ont fait et je vais réparer cette injustice. » Puis, il a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Il a réclamé la maison. Voyez-vous, la grande maison bourgeoise de 4 chambres de mes parents à Écully. Papy Marcel avait fourni la totalité de l'apport initial. Il les aidait à payer le prêt immobilier depuis des années. La maison appartenait techniquement à une SCI familiale qu'il contrôlait. Mes parents y vivaient, rénovant la cuisine, installant une piscine, organisant des dîners mondains, le tout dans une maison qui n'a jamais été la leur. Ma mère m'a appelé en hurlant, « Il va nous prendre notre maison. » Céline, dis-lui d'arrêter. Il t'écoute. J'y ai répondu, il m'écoute parce que je ne lui ai jamais donné de raison de ne pas le faire. Je me suis surprise moi-même avec cette réplique. Je suis du genre à trouver la réponse parfaite à 2 heures du matin en fixant le plafond, mais celle-là est sortie toute seule. Puis elle a dit, « Tu as toujours été jalouse de Mathilde. » Jalouse de Mathilde, la femme avec une nounou et une incapacité totale à préparer un sandwich pour ses propres enfants. Folle de jalousie, ai-je lâché avant de raccrocher. C'est là que Mathilde est devenue créative. Elle s'est pointée chez papy Marcel à l'improviste avec Hugo et Chloé. De mignons petits accessoires de mise en scène. Elle s'est assise dans son salon en pleurant, disant qu'il détruisait la famille, que je le manipulais. Moi, la femme qui n'a jamais rien demandé à personne. Papy Marcel a laissé finir. Puis il a dit, « Mathilde, à quand remonte la dernière fois où tu m'as appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Pas pour demander quelque chose. Juste pour discuter. » Elle n'a pas répondu parce que la réponse était jamais. Céline m'appelle tous les dimanches. Léna fait des dessins pour mon frigo. Toi, tu amènes tes enfants ici quand tu as besoin de quelque chose. Il y a une différence. Après ça, Mathilde a appliqué la politique de la terre brûlée. Elle a commencé à appeler la famille élargie, disant à tout le monde que j'y avais monté papy contre nous.
Elle a appelé tante Brigitte à Grenoble pour dire que je volais un vieillard sénile. Elle a posté des statuts vagues sur Facebook concernant la trahison familiale. Certains l'ont cru. Certains ont arrêté de m'appeler. Je suis devenue la méchante dans une histoire que je n'avais pas écrite. Ça m'a fait mal. Je me suis assise dans mon appartement après avoir couché Léna, me demandant si je devais juste dire à papy Marcel de tout annuler. J'y ai failli le faire. Puis, un jeudi soir, j'y ai aidé Léna à se brosser les dents, et elle m'a regardé avec du dentifrice sur le menton et a demandé « Maman, est-ce que je vais être baby-sitter ?» Mon cœur s'est arrêté. Tata Mathilde a dit que je serais baby-sitter. C'est mon métier. Elle l'avait entendu au pique-nique. C'est été resté dans son petit cerveau pendant 2 semaines, et elle pensait que son avenir avait été décidé par les mots de sa tante. Je me suis accroupie et j'y ai dit, Léna, tu peux être tout ce que tu veux. Médecin, maîtresse, astronaute. Et n'importe quoi. Elle a souri. Je peux être un dinosaure? Si quelqu'un peut trouver comment faire, c'est toi. Après l'avoir mise au lit, je me suis assise par terre dans la salle de bain et j'y ai pleuré à m'en rendre malade. Parce que la cruauté de ma sœur avait planté une graine de doute dans l'esprit de ma fille. Et j'y ai juré, juste là, que je ne laisserai plus jamais personne faire en sorte que Léna se sente inférieure. Le lendemain matin, j'y ai appelé papy Marcel. Ne change rien. On garde le plan. C'est ma fille, a-t-il dit. Ce samedi-là, il m'a fait asseoir à la table de sa cuisine avec du café et une chemise cartonnée. À l'intérieur, ce n'étaient pas des papiers d'héritage. C'étaient des documents de création des entreprises. Ma Céline, tu parles d'ouvrir une micro-crèche depuis que tu as 23 ans. Je veux financer ça. Il avait déjà trouvé un local commercial à Bron. Il en avait parlé avec Maître Petit pour créer les statuts de la société. Il avait les chiffres, un plan. Tout ce dont il avait besoin, c'était moi. J'y ai fixé ce dossier sans parler. Parce que c'était mon rêve. La chose que je me murmurais pendant mes gardes de ménage nocturnes. La chose que je cherchais sur mon téléphone pendant mes pauses au supermarché. La chose dont je n'avais jamais parlé à personne sauf à papy Marcel, parce qu'il était la seule personne qui ne se moquerait pas, papy, je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Tu as élevé Léna toute seule en cumulant 2 emplois sans aucune aide. Tu peux tout faire. J'y ai signé l'après-midi même. Au cours des semaines suivantes, nous avons construit quelque chose de concret. Nous avons visité le local, lumineux, ouvert, de grandes fenêtres, une cour clôturée à l'arrière. J'y ai déposé les demandes de permis, commandé le matériel, veillé jusqu'à minuit pour lire des livres sur la petite enfance. Et pour la première fois depuis des années, je ne restais pas éveillé à cause de l'inquiétude. Je restais éveillé à cause de l'excitation. Léna a dessiné des images de l'école de maman avec des murs arc-en-ciel et un toboggan au milieu. J'y ai tout scotché au-dessus de mon bureau. Puis, le bruit est parvenu aux oreilles de Mathilde que papy finançait mon entreprise. Elle m'a appelé, la voix glaciale. Tu penses que tu vas diriger une crèche? Céline, tu n'as même pas pu garder un homme dans ta vie. Qui va te confier ces gosses? J'y aurais dû raccrocher. À la place, j'y ai dit, c'est ta nounou qui élève tes enfants et tu ne sais même pas en quelle classe est Hugo. Occupe-toi de ton propre foyer. Elle a raccroché. Bien. Mais le coup le plus bas est arrivé ensuite. Mes 2 parents se sont présentés à mon appartement. Mon père, des habitudes si effacées, s'est assis sur mon canapé et a dit, Céline, nous pensons que tu devrais rendre l'argent. Nous envisageons de consulter un avocat concernant les facultés mentales de ton grand-père. Ils allaient essayer de faire déclarer papy Marcel inapte. Mon grand-père, parfaitement lucide, qui fait ses mots croisés au stylo tous les matins et qui peut réciter de tête toutes les statistiques des joueurs de l'Olympique lyonnais de 1975. Il voulait prétendre qu'il perdait la tête parce qu'il m'avait aidé au lieu de les aider. J'y ai regardé mon père et j'y ai dit, sortez de mon appartement. Il a eu l'air choqué. Je n'avais jamais riposté comme ça. Pas aussi frontalement. Céline, a commencé ma mère. Dehors, tous les deux. J'y ai appelé papy Marcel immédiatement. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit, qu'ils essaient. L'avocat a déjà 2 coups d'avance. Il ne bluffait pas. Ils avaient anticipé cela. Il avait fait évaluer papy Marcel par un médecin indépendant la semaine suivant le pique-nique.
bilan de santé mentale parfait. Tout était documenté. La succession était blindée. Papy m'a dit, Céline, ils n'ont pas peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de perdre le contrôle sur toi. C'est de ça qu'il s'agit depuis le début. Et il avait raison. Toute ma vie, ma famille m'a maintenu plus bas que terre. Ils ont tout donné à Mathilde, me laissant les miettes pour que je sois toujours dépendante d'eux. Maintenant que quelqu'un m'élevait, ils étaient terrifiés. Une Céline qui n'a pas besoin d'eux est une Céline qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cette prise de conscience m'a changé. J'y ai arrêté de pleurer, j'y ai arrêté de douter de moi, j'y ai arrêté de me demander si je devais arrondir les angles. J'y avais passé toute ma vie à essayer de mériter l'amour de personnes qui avaient décidé que je n'en valais pas la peine avant même ma naissance. Alors, je me suis jeté à corps perdu dans la crèche, j'y ai peint les murs en vert sauge avec des plaintes blanches, j'y ai monté des casiers avec Papy Marcel pendant que Léna nous tendait des vis en disant qu'on s'y prenait mal. J'y ai embauché ma première employée, une femme nommée Danielle avec 15 ans d'expérience. Je les baptisé les petites racines. Mais la menace de mise sous tutelle n'était pas leur dernier coup. Ce qu'ils ont essayé ensuite, je n'aurais jamais pu le prédire. Et la façon dont Papy Marcel a réagi me donne encore des frissons. Vous vous souvenez que j'y ai dit que ma famille ne se laissait pas faire facilement? J'y avais sous-estimé jusqu'où il pouvait aller. Environ 3 semaines après la signature du bail pour les petites racines, on a frappé à ma porte. C'était dimanche après-midi, Léna faisait la sieste et je comparais des échantillons de peinture pour les toilettes de la crèche. J'y ai ouvert la porte et Mathilde était là, mais pas la Mathilde froide et tranchante des coups de téléphone. Les yeux rouges, pas de maquillage, les cheveux en chignon ébouriffés. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je peux entrer? Tous mes instincts hurlaient non. Mais quelque chose dans son visage avait l'air vraiment brisé. Pas un faux chagrin. Et malgré tout, les insultes envers Léna, la campagne de dénigrement, je reste moi. Je suis toujours l'idiote qui laisse la porte ouverte. Elle s'est assise sur mon canapé, silencieuse pendant une bonne minute. Puis elle a dit, Arnaud est parti. Quoi? Il a une liaison. Une femme qui s'appelle Juliette, de son bureau. Il me l'a dit mercredi. Il a déjà déménagé la moitié de ses affaires. Une partie de moi s'est dit que le karma agissait vite, mais la plus grande partie, celle qui se souvenait de Mathilde me tressant les cheveux avant l'école en CE2, s'est juste sentie triste. Mathilde, je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Puis elle a ajouté, j'y ai besoin que tu parles à papy. J'y ai besoin des argents, Céline. Arnaud va se battre pour tout me prendre. Et voilà. Elle ne venait pas me voir en tant que sœur. Elle venait me voir comme on va à la banque. Je ne demanderai pas des argents à papy pour toi. Pas après tout ce qui s'est passé. Elle a pleuré plus fort. Je n'ai rien sans Arnaud. La maison est à son nom. Les voitures sont à lui. Je n'ai pas travaillé depuis 7 ans. Je n'ai même pas de CV. Et c'était vrai. Elle avait construit toute sa vie sur les revenus des Arnaud et la générosité de papy. Et avec la disparition des deux, elle n'avait plus rien. J'y avais envie de dire, eh bien, tu as fait ton lit. Les mots exacts que ma mère avait utilisés quand j'y étais enceinte et seule. Mais je ne l'ai pas fait, car je ne suis pas ma mère. Je refusais de l'être. Mais je n'allais pas être sa bouée de sauvetage sans exiger d'abord la vérité. Avant que j'y envisage de t'aider, réponds honnêtement à une question. Tu pensais vraiment ce que tu as dit sur Léna? Elle a regardé le sol. Regarde-moi. Elle a levé les yeux. J'y étais jalouse de toi, Céline. J'y ai failli rire. Jalouse de moi. Tu as Léna. Tu as papy. Les gens t'aiment pour ce que tu es. Arnaud m'a épousée parce que je présentais bien à ses côtés. Papa et maman m'ont soutenu parce que je les faisais paraître prospères. Personne ne m'a choisi juste parce que je suis moi. Quand je t'ai vu à ce pique-nique, heureuse alors que tu n'avais rien. Je t'ai détesté pour ça. Alors j'y ai dit une chose horrible. Et je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ça, pas de la part de Mathilde. Je suis resté là, essayant de déterminer si c'était vrai ou si c'était une autre mise en scène, et quelque chose dans ses yeux m'a dit que c'était sincère. Laid, honnête et sincère. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. On n'insulte pas une enfant de 5 ans pour obtenir un pardon suite à une seule conversation sur un canapé.
Mais je l'avais entendu. C'était suffisant pour le moment. Ce soir-là, j'y ai appelé Papy Marcel et je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux. Il réfléchit toujours mieux en silence, puis a dit, « Ma Céline, que veux-tu faire ?» Je ne sais pas, si, tu le sais. Il avait raison. J'y ai répondu, je ne veux pas qu'elle traverse ce que j'y ai traversé, seule avec des enfants et sans rien. Alors nous trouverons une solution à tes conditions, pas aux siennes. C'est pour ça que j'y aime cet homme. Il ne aime à pas traiter des idiotes. Il a simplement accepté mon choix. Voici donc ce qui s'est passé, Papy Marcel n'a pas donné des argents directement à Mathilde. Au lieu de cela, il a demandé à son notaire de recommander une excellente avocate aux affaires familiales, maître Sophie Valade, qui a accepté de travailler au pourcentage sur les résultats, afin que Mathilde n'ait pas à avancer de frais. Ensuite, il a dit à mes parents qu'il envisagerait d'aider Mathilde, mais seulement si certaines choses changeaient. Premièrement, mes parents devaient me présenter des excuses. De vraies excuses, pas un « désolé que tu le prennes comme ça ». Deuxièmement, Mathilde devait s'excuser auprès de Léna en personne, en la regardant dans les yeux. Troisièmement, le plus important, mes parents devaient signer des documents reconnaissant que la maison des Éculiers appartenait à la SCI de Papy Marcel. Ils pourraient continuer à y vivre, mais ils paieraient un loyer au prix du marché, et la propriété serait transférée sur un fonds des études pour Léna après son décès. Papy a exposé tout cela à mon père au téléphone. Dès après ce que j'y ai entendu, François n'a pas parlé pendant 5 minutes. Puis il a dit, des accords. Juste, des accords. Parce qu'il avait enfin compris que l'homme qui maintenait tout en place avait atteint ses limites. Ma mère a appelé 2 jours plus tard. Je pouvais deviner qu'elle avait été briefée par mon père, mais les mots sont quand même sortis de façon hésitante. Céline, je n'ai pas été juste avec toi. J'y ai tout donné à Mathilde et jeté et laissé derrière. Je suis désolé. Parfait? Non. Suffisant? Je ne sais pas. Mais sa voix s'est brisée et je pense qu'elle en pensait au moins une partie. Merci, maman. Ensuite, est arrivée la partie que je redoutais le plus. Mathilde est venue samedi pour s'excuser auprès de Léna. J'y ai failli annuler 3 fois. Elle s'est assise sur le sol de mon salon, a regardé Léna et a dit, j'y ai dit une chose méchante au pique-nique. J'y ai dit que tu ne pourrais pas faire de grandes choses, et c'était mal. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Tu es intelligente et créative, et j'y avais tort. Est-ce que tu peux me pardonner? Léna a regardé une seconde, puis a dit, c'est pas grave, tata Mathilde. Tu veux voir mes dessins? Les enfants, sérieusement. Ils valent tellement mieux que nous. Mathilde m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Je lui ai fait un petit signe de tête. Pas un pardon total. Pas encore, mais c'était un début. Au cours des 2 mois suivants, les choses ont changé de façon hésitante et maladroite, comme une famille qui réapprend à marcher après une grave blessure. Ma mère est venue un week-end et m'a aidé à accrocher les rideaux aux petites racines. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle était là. Mon père est venu au spectacle de danse de maternelle de Léna. Il s'est assis au fond et a applaudi comme si elle avait gagné une médaille olympique. Sur le parking après, il a dit, elle est spéciale, Céline. Tu fais du bon boulot. 8 mots venant de François. C'est l'équivalent d'un roman. Le divorce de Mathilde a été difficile. Arnaud s'est battu sur tout, mais Maître Valade était un vrai pitbull et lui a obtenu un accord équitable. Mathilde a déménagé dans un appartement plus petit à Oulin et a trouvé un travail à temps partiel à l'accueil d'un cabinet dentaire. Ce n'est pas glamour, mais elle y va tous les jours. J'y ai respecté ça. Elle m'a même demandé timidement si Hugo et Chloé pouvaient venir aux petites racines après l'école de temps en temps. J'y ai répondu, oui, ces enfants sont mon neveu et ma nièce. Rien de tout cela n'était de leur faute. Papy Marcel est venu à l'inauguration de la micro-crèche Les Petites Racines un samedi d'octobre. J'y avais accroché une banderole, préparé du café et des croissants. 12 familles étaient inscrites. Daniel était là dans un polo jaune vif avec le logo de la crèche. Léna courait partout en disant à chaque enfant qui entrait, c'est ma maman qui a construit ça. Papy Marcel s'est tenu dans l'encadrement de la porte, a regardé les murs vert sauge, les casiers, le coin lecture, et n'a rien dit pendant un long moment. Puis il m'a regardé et a dit, ta grand-mère aurait été si fière de toi, ma Céline. J'y ai craqué.
J'y ai pleuré à chaudes larmes devant tout le monde. Très professionnel pour une inauguration. Mais je m'en fichais. Voici ce que j'y ai appris à travers tout ça. La famille, ce n'est pas les gens qui sont censés t'aimer. Ce sont les gens qui t'aiment vraiment. J'y ai passé 31 ans à essayer de gagner ma place dans une famille qui avait décidé que je n'en avais pas. Il a fallu qu'un homme de 78 ans se lève lors d'un pique-nique pour que tout change. Nous ne sommes pas parfaits maintenant. Mathilde et moi avons des jours difficiles. Ma mère dit encore des choses qui me font serrer les dents. Mon père apprend tout juste à être présent, mais ils font des efforts. Et j'y crois. Je crois que les gens peuvent changer, même quand ils vous ont donné toutes les raisons de penser le contraire. J'y crois de la même manière que je crois en Dieu. Pas parce que j'y en ai des preuves, mais parce que baisser les bras face aux gens, ce n'est tout simplement pas dans ma nature. Léna m'a dit l'autre jour qu'elle voulait construire une école quand elle serait grande. Comme toi, maman, mais plus grande et avec un toboggan. Alors oui, elle ne sera la baby-sitter de personne.